Gabriel Attal sera-t-il candidat Candidat pour la présidentielle de 2027. Il a l'air d'être parti pour quand même. Il a l'air d'être déjà un petit peu en campagne, hein, Gabriel Attal, on sait pas trop. Hein. Alors, il va y avoir la grande guerre de succession macroniste, avec l'effondrement du bloc macroniste. Et qui va pouvoir tirer son épingle du jeu? Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal, Édouard Philippe, Dominique de Villepin? On sait pas trop. Il va y avoir une guerre de succession dans cet espace un peu politique. Je sais pas exactement comment ça va se passer. Peut-être que Attal, sa candidature, il va tester, ça va pas prendre, il va même pas être candidat à la fin. Mais en tout cas, il est d'ores et déjà, a priori, en train de se positionner. Hein. A priori. Donc on va voir en tout cas, on va voir si son interview chez Apolline de Malherbe, hein, beaucoup d'Apolline de Malherbe en ce moment, c'est comme ça, c'est là, voilà, parfois on fait des articles, parfois on fait du React, voir si justement tout ça s'inscrit dans le cadre de son lancement de pré-campagne, on va dire. D'ailleurs, je tiens à dire quelque chose. J'ai eu 1 ou 2 commentaires sur YouTube, et en vrai je les prends en compte, qui disaient que je coupais trop quand je faisais du React. Alors, que je coupe trop au sens où je pars dans des longs tunnels, et que je parte pendant 10 minutes au lieu de regarder le truc, et que je remette play. C'est pas un problème, c'est pas là-dessus qu'on me dit c'est un peu chiant à suivre. C'est que j'ai tendance à laisser vraiment 1 seconde le gars parler, je coupe, je dis un truc, je remets 1 seconde, je coupe, et ça c'est vrai que c'est un peu chiant. Et même moi j'ai regardé l'interview, j'ai re-regardé un peu le React avant même de voir le commentaire, et j'étais en mode je coupe trop, c'est chiant. Donc je vais essayer aujourd'hui juste de laisser dans le React les gens au moins finir leur phrase, quoi. Me dire ok, j'ai ça à dire, et voilà. Qu'ils aillent mater la vidéo d'origine, non mais oui, mais c'est pas ça, c'est que ils disent pas tu parles trop, ils disent tu coupes au milieu des phrases. Et j'ai eu plusieurs personnes qui ont été dans ce sens-là, et je pense que c'est vrai. Et j'ai été revoir la vidéo et je me suis dit c'est vrai. Donc en fait c'est pas on va dire c'est pas que le React est trop long par rapport à la quantité de vidéos, c'est pas que le ratio au moment où je parle vidéo est trop désavantageux, c'est pas ça que les gens me disent. C'est juste en mode si tu veux partir dans un tunnel de 15 minutes, pars dans un tunnel de 15 minutes, mais attends au moins la fin des phrases. Désolé, je suis trigger un peu par ça aussi. Bah, on est d'accord. Vous aussi, dans le chat, vous êtes trigger. Ça me vient régulièrement. Et juste moi, parfois, quand je remate les replays, je me dis, c'est trop. Alors, j'essaie de faire un peu gaffe parfois. Parfois, j'y arrive pas et vraiment, je me pose tout le temps et c'est un peu chiant. Je pense que je peux m'améliorer encore. Hein. Voilà, faut pas que je me repose sur mes acquis. Je pense que je peux devenir un streamer meilleur qu'avant et continuer à progresser dans mon activité de streamer en ligne. Mais pour ça, il faut essayer de faire attention. Et quand on pointe des doigts des trucs, des axes d'amélioration, ne pas dire, oh là là, c'est bon, hein, si vous n'êtes pas content, allez voir un autre streamer. Voilà, donc je vais essayer. De la même manière qu'une fois, il y avait un live, j'étais en mode, je me suis réécouté. J'ai trop de tics de langage, je vais essayer d'en avoir un peu moins pour essayer d'être plus agréable à écouter, tout simplement. Et bah là, je vais essayer de faire un peu pareil. Donc voilà. Si la personne qui avait laissé ce commentaire, auquel j'ai répondu d'ailleurs, regarde aussi ce React, et bah voilà, je vais essayer de prendre en compte les remarques. Pas moins parler, mais mettre pause à des moments plus opportuns. Voilà. Je pense que ça sera mieux. Donc oui, Gabriel Attal, hein, Renaissance. Hein. Donc Gabriel Attal, c'est le chef du parti macroniste. C'est presque comme si Macron était en mode la Macronie, c'est à moitié fini. Hein. Moi, je suis finito. Je ferai pas d'élection. Les Français me détestent. Je vais plutôt essayer de devenir président de la Commission européenne. Devenir le prochain Ursula von der Leyen. On parlera de moi à Macron, comme celui qui a fait la grande Europe de la défense. Voilà, il est un petit peu comme ça, Macron, il est un peu dans ce mood-là. Donc il y a presque ce côté où il a refourgué son parti à Gabriel Attal en mode tu te démerdes avec le bousin, moi j'en ai plus rien à foutre. Il y a un petit peu quelque chose de cet ordre-là. Ton tic de langage qui me trigger le plus, c'est voilà. Oui, je dis aussi beaucoup, etc., mais c'est pas grave. Premier degré, laisse finir les phrases STP. Oui, non, mais là-dessus, je peux vraiment m'améliorer, donc je vais essayer de le faire. N'hésitez pas à me faire la remarque si c'est trop. Voilà, parfois, ça arrive de couper au milieu d'une phrase pour dire un truc. Mais si je le fais trop, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Et donc, Gabriel Attal, c'est le nouveau Monsieur Renaissance. D'ailleurs, qui change de nom. Renaissance, ça s'appelait Nouvelle République. Bon, voilà. Et donc, il a fait la nuit de la Nouvelle République, etc. Et regardez sa communication, hein, Renaissance. Hein. Quel poulet, cette nuit de la Nouvelle République? Ah, quel poulet! Parce qu'il mange du KFC comme du poulet, vous voyez. Les jeunes s'en battent les couilles de toi, Gabriel Attal. Les jeunes, ils s'en foutent de Renaissance, quoi. C'est en genre, salut les jeunes. Alors, vous aimez Tasty Krusty 6-7, allez, plus 1000 auras pour Gabriel Attal. Choc barre de BZ, comment Mélenchon, il parle fort. Eh, ça va. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. C'est ridicule. Voilà. Voilà. Bon, bref. Tout ça pour dire, Gabriel Attal, peut-être l'héritier potentiel de Macron, mais est-ce qu'il y aura vraiment un héritier à la Macronie à proprement parler? Je sais pas trop, on verra. En tout cas, on va essayer de regarder s'il se positionne pour les présidentielles. On va voir aussi ce qu'il dit sur la fameuse interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Hein. Un des sujets du moment. L'avenir de Renaissance, qui a changé de nom. On va voir. C'est parti. À vous, RMC.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes l'ancien Premier ministre, bien sûr, aujourd'hui député des Hauts-de-Seine, et vous êtes président du groupe des macronistes, mais aussi secrétaire général du parti Renaissance, enfin, qui s'appelle encore Renaissance, on va y revenir. Ça devrait changer de nom. Pourquoi vous n'avez pas tout fait péter quand vous étiez Premier ministre? C'est quoi cette question? Pourquoi vous n'avez pas tout fait péter quand vous étiez Premier ministre? Fait péter de quoi? Vous avez compris la question? Tout péter. Vous avez compris la question? C'est-à-dire quoi, tout fait péter? C'est le nom de sa conférence? Tout faire péter? Je comprends pas. C'est en rapport au 10 septembre et de sa conférence? J'ai fait ce que j'ai pu tout au long de la fonction qui m'a été confiée, le temps que j'ai eu pour le faire. Ça a été malheureusement interrompu par la dissolution. Ça vous choque pas le mot que j'utilise, parce que vous savez évidemment à quoi je fais référence. Bien sûr. Mais moi je ceux sais qui pas, expliquez-moi, expliquez aux téléspectateurs là, c'est quoi ça? Vous voulez pas expliquer aux téléspectateurs? Oh là là. Donc rappelle que oui, il était Premier ministre quand il y a eu la dissolution et du coup il a un peu le seum. Macron a brisé la carrière de son petit protégé, il en a rien à foutre. vous écoute peut-être pas. Vous organisez ce soir une grande soirée de réflexion, de table ronde. Et le premier thème de la table ronde, c'est: faut-il faire tout péter pour refonder la France? Mais au fond, je me dis, vous avez quand même été longtemps au pouvoir. Si vous estimez qu'il faut tout faire péter, pourquoi vous l'avez pas fait? C'est-à-dire quoi tout faire péter? C'est un changement de régime? Il est pour la 6ème République? Il veut tout péter pour repartir sur des bases saines, il est révolutionnaire. Alors rappelle que le premier bouquin, Macron a sorti un bouquin en 2017 pour sa campagne, il s'appelait Révolution. Hein. Voilà. Peut-être que, étant donné que Gabriel Attal, c'est la garde proche de Macron, c'est un macroniste des origines, voilà. Lui, il se réclame de l'idéologie macronienne de 2017, Révolution, quoi. T'imagines le bordel si Mélenchon avait fait une table ronde avec ce nom? Mais oui, mais oui. Oui, tout péter, ça veut dire quoi? Et il veut peut-être tout péter à notre système social, je pense c'est ça en mode. Il veut pas un changement de régime ou quoi que ce soit. S'il veut péter l'intégralité de notre système social, il veut la fin de l'État-providence et de la sécurité sociale, enfin de l'État-providence entre guillemets, pour repartir sur des bases bien libérales. Je pense que c'est plus ça. Hein. Bon, on va voir. D'abord, moi j'ai été dans différentes responsabilités. J'ai été Premier ministre, j'ai été ministre de l'Éducation nationale, j'ai été à Bercy. Je pense que quand on regarde ce que j'ai porté, ce que j'ai défendu, des décisions que j'ai prises dans ces... Il a été à Bercy? Il a fait quoi à Bercy? Bercy, c'est le ministre de l'économie. Il n'a pas été ministre de l'économie, Gabriel Attal? C'est quoi cette histoire de j'ai été à Bercy? Ah oui, il a fait tous les postes. Parce qu'à un moment donné, effectivement, pour le budget, il était ministre du budget. Ok, je ne me souvenais plus qu'il avait été ministre du budget. Mais il était au skatepark de Bercy. Non. Mais oui, il a fait 10 milliards de postes, parce qu'à la base, c'était le petit protégé de Macron, effectivement. C'est plus le cas. Hein. Macron, il a compris qu'il était finito. De toute façon, quand il a dissous l'Assemblée nationale, à partir de là, il a perdu le pouvoir quasiment. Donc, bon, bah voilà. T'es l'héritier d'un mec qui n'en a plus rien à foutre du propre parti qu'il a fondé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fonction. Il y a eu des mesures assez radicales, et d'ailleurs, à l'époque, on me l'a parfois reproché. On pourrait citer à l'éducation nationale le choc des savoirs avec le retour du redoublement, les groupes de niveau. On pourrait citer l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires. Oui. Quand j'étais à Matignon, les mesures que j'ai préparées sur l'assurance chômage, sur la délinquance des mineurs, bref, il y a beaucoup de choses qui ont été engagées. Surtout, Apolline de Malherbe, je crois qu'aujourd'hui... Mais attends, par contre, en quoi c'est tout faire péter que de faire des lois islamophobes et autoritaires dans le régime de Macron? C'est du Macron pur jus, c'est dans la continuité de tout ce qui se fait depuis 10 ans. C'est ça que t'appelles tout faire péter? Être islamophobe en France en 2026? Ok, bon bah écoute. Et les Français, je crois, le perçoivent. On arrive au bout d'un modèle. Beaucoup de choses ont été faites ces dernières années pour réformer ce modèle, pour essayer de le faire évoluer. Moi, je crois qu'il est aujourd'hui totalement décalé de la réalité du pays aujourd'hui. C'est vrai pour notre modèle social, c'est vrai pour notre modèle institutionnel, c'est vrai pour les questions de sécurité, de justice, d'immigration. Tout ça, ça a été fondé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ah! Le truc vraiment qui a été fondé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en comparaison par rapport à tous les autres trucs dont il parle, c'est surtout la sécurité sociale. Hein. S'il y a un grand truc qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale et où la France n'était pas comme ça avant, c'est la sécurité sociale. C'est notre fameux système social. Je veux dire, les autres trucs qu'il a dit. Attends, on va refaire la liste. Aujourd'hui, c'est vrai pour notre modèle social. Ouais, le modèle social a changé justement en sortie de la guerre, effectivement. C'est la création de la sécurité sociale, apport des communistes, voilà, ce compromis entre les gaullistes et les communistes à la sortie de la guerre, parce que les communistes avaient résisté, étaient dans de grosses positions de force et avaient des armes aussi hein, dans ce pays, et ça a permis, voilà, dans l'esprit du Conseil national de la résistance, de fonder la sécurité sociale, Ambroise Croizat, etc. Donc ça, oui, effectivement, c'est notre modèle depuis la sortie de la guerre, tout à fait. C'est vrai pour notre modèle institutionnel. Non, ça c'est pas vrai. Il y a eu la 4ème République. C'est après la guerre d'Algérie qu'on est passé à la 5ème République. Notre modèle institutionnel, c'est pas le modèle de l'après-guerre. C'est pas la même chose déjà.
C'est vrai pour les questions de sécurité, de justice, d'immigration. D'immigration. C'est tout récent, le changement la panique par rapport à l'immigration, comme ça. C'est un truc qui est beaucoup plus récent que la fin de la guerre. Ils mélangent tout, quoi. Et moi, tout ça, c'est notre modèle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bah non. Pour moi, le seul vrai truc du modèle sorti de la Première Guerre mondiale, c'est effectivement sur le modèle social, où là, il y a eu un bouleversement après la Seconde Guerre mondiale, le début de ce qu'on appelle aujourd'hui l'État-providence. Donc là, il mélange tout. Il dit, tous les sujets, c'est notre modèle depuis le début. On va devoir changer. Le seul modèle qui va changer, c'est notre système social. Dis-le que tu veux privatiser la Sécu. Dis-le, sois honnête. Tout ça, ça a été fondé au lendemain de la Seconde Oui, Guerre. le régime général de la sécurité sociale. La sécurité sociale existait déjà sous une autre forme. Mais ce qu'on appelle maintenant l'État-providence, etc., tel qu'il s'est mis en place, c'est quand même à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc là-dessus, en vérité, le seul truc qui a été mis en place aux sorties de la Seconde Guerre mondiale, pour reprendre ces mots, a priori, c'est surtout le système social, l'État-providence et la Sécu. Mondiale, dans une France qui était totalement différente, et aujourd'hui, tout a changé. Mais Et c'est donc, vrai ça que c'est nécessite- étrange d'entendre ça. C'est-à-dire, je comprends parfaitement ce que vous dites, et je vais même vous aller plus loin. Tous les politiques que j'ai devant ce micro disent tous qu'il faut tout changer. Alors, Aucun désormais ne dit avec qu'il faut quelques nuances. absolument préserver tout ce qu'on a aujourd'hui. vous avez quand même Personne. beaucoup de politiques, Apolline de Malherbe, qui donnent le sentiment qu'on est encore dans des débats de paramètres. Est-ce que sur la retraite, il faut passer de 64 à 65 ans, ou 65 ans et demi? Est-ce que sur la fiscalité des Vous entreprises... n'avez plus d'âge. Ah, moi, Plus d'âge de la je propose, avec le Parti Renaissance, un nouveau mode système de retraite. Il faut en Alors, il y a un truc que je peux pas enlever à Gabriel Attal, c'est que dans tous ces trucs, il est un peu plus honnête que les autres. Ils sont tous là en mode genre, vive la retraite par répartition, car les Français sont attachés à la retraite par répartition, on va pas se mettre à dos les retraités. Ils osent pas dire je veux privatiser la sécurité sociale. Lui au moins il est à peu près honnête, il est en mode genre la sécu ça marche pas, on va faire la retraite en points par capitalisation et niquer vos mères quoi. Voilà, il veut son système à points. Là-dessus il est peut-être un tout petit peu plus honnête que ses congénères, mais la vraie question qui se pose, honnêteté ou pas, c'est est-ce qu'on a envie de ça? Et la réponse c'est non, la retraite par répartition, c'est très bien. Alors certes, la pyramide des âges fait que il faut bouger les potards et les paramètres comme ça pour pouvoir permettre son financement en augmentant la fiscalité des moins modestes, en peut-être baissant les retraites des retraités pétés de thunes, etc. L'âge pivot n'est pas le seul paramètre d'ajustement. Ok, certes, mais il faut garder la retraite par répartition. C'est plus égalitaire et c'est mieux, point à la ligne. changer parce que Je vais pas faire tout un truc sur la retraite par répartition, mais voilà, on est entre nous, c'est bon, je vais pas revenir là-dessus, quoi. Dégage, t'es plus sincère que les autres, mais ton projet il pue la merde en tout cas. je propose avec le Parti Renaissance un nouveau mode système de retraite. Il faut en changer parce que toutes ces réformes qui ont été faites ces dernières années pour décaler un peu l'âge légal de retraite, on voit que ça n'a pas réglé le problème. Et donc, il faut assumer de changer le système. Je veux un système universel, les mêmes règles pour tout le monde, un système libre. Effectivement, je suis pour la suppression de l'âge légal. On ne garde que la durée de cotisation avec des décotes, des surcotes. Vous voulez partir tôt, bah vous avez peu. Vous voulez partir tard, bah vous avez beaucoup plus. Et je veux qu'on assume la capitalisation dans notre système de retraite qui permettra aux Français d'avoir une meilleure retraite et par ailleurs qui permettra de financer notre économie. Je vais lire. Aux Français riches d'avoir une meilleure retraite, oui, peut-être. Effectivement, la capitalisation, si t'as plein de thunes, c'est mieux, hein. Parce que le principe de la sécurité sociale, c'est que c'est un pot commun. C'est un peu cette grande phrase de Marx, hein, je crois, c'est de chacun selon ses besoins, chacun selon ses moyens. C'est-à-dire que si t'as beaucoup de moyens, bah, tu donnes beaucoup pour la sécu. Si t'as peu de besoins, tu prends peu pour la sécu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un riche, effectivement, va participer à la solidarité nationale en cotisant pour la sécu. Quelqu'un qui est pété de thunes, il a plus, dans son intérêt personnel, qui n'est pas la sécu et que c'est tout pour sa gueule, c'est mieux. Donc c'est une mesure d'égalité finalement. La sécurité sociale, la retraite par répartition, permet aux travailleurs les plus modestes et les plus pauvres de pas trop se faire niquer par le système, et les gens qui sont pétés de thunes, bah, ça fait qu'ils cotisent un peu plus, ils se font... Voilà quoi, ça rétablit le truc quoi. Il y a une mesure... ça corrige un peu les inégalités aussi. C'est ça qui est bien avec la retraite par répartition. Et en plus, ça permet d'être hors des marchés financiers. Parce que la retraite par capitalisation, là, le système actuel de la retraite par répartition, c'est les travailleurs actifs, là, les actifs cotisent pour la retraite des inactifs, donc des retraités. Voilà. Et donc, si tu as beaucoup de retraités pour peu d'actifs, c'est un peu galère. Effectivement, c'est un peu galère. Ça peut créer de l'endettement, etc. Il faut réajuster les paramètres pour pouvoir le faire. C'est pour ça qu'il y a eu la mise en place de la CSG, par ailleurs. Il n'y avait pas assez d'actifs. Et donc, la CSG, c'est un financement de la Sécu, pas uniquement via les actifs. Tout le monde paye de la CSG, y compris les retraités, y compris les chômeurs, tout le monde. C'est un impôt sur le revenu déguisé qui part dans la sécurité sociale. Bref, tout ça pour dire que c'est le système par répartition. Les actifs cotisent pour les retraités. Un système par capitalisation, c'est tout au long de ta carrière, de ta vie de travailleur, tu donnes à un fonds de pension, en gros, à une boîte privée qui va aller faire fructifier sur les marchés financiers l'argent que tu lui alloues chaque mois, et à la fin, hop là, tu récupères le pactole pour ta retraite. C'est ça le principe. Sauf qu'en cas de méga crise financière, et on n'est pas à l'abri de crise financière à venir, il y a moyen que tu perdes un peu ta tunasse, quoi. Voilà. Et surtout quand t'es pauvre,
Et bah du coup, t'as une retraite de merde. Voire, tu peux même pas cotiser dans un fonds de pension, tu peux même pas payer dans un fonds de pension forcément. Parce que si ton employeur le prévoit pas et qu'on te laisse un peu à l'abandon et que t'es en mode de toute façon, je sais même pas si je vais avoir une retraite, je sais même pas jusqu'à quand je vais vivre et j'ai besoin de chaque centime, bah tu payes le moins possible pour préparer ta future retraite et à la fin t'as une retraite merdique quoi. C'est le système à l'américaine. Est-ce que le système à l'américaine est mieux? Le système des 401K et tout là? C'est de la merde. C'est de la merde. Le système par répartition, il est plus égalitaire. Il est mieux quand t'es pauvre, il est moins bien quand t'es riche. Ouais, ça s'appelle l'égalité. C'est un exemple. Autre thème C'est de un vos exemple, tables mais rondes sur ce tous soir. les Il y a sujets. faut-il tout péter pour refonder la France donc? Il y a écologie, économie, autorité. Est-ce que tout est foutu? Et enfin, faire de la politique en 2026, comment y croire encore? J'avoue que c'est pas très encourageant parce que En fait, si vous vous demandez si on peut encore y croire, c'est que si Mais- même vous le demandez, c'est que effectivement les gens n'y croient plus. Alors juste pour finir, très bonne remarque. Le système par capitalisation, ça existe déjà et c'est le PER. Et une partie de cet argent part dans les marchés, actions secondaires et ne finance rien de concret à part la spéculation. Voilà, c'est ça. Il est en mode tout ça, ça fait de l'argent dans les marchés financiers. Ça aide à financer nos boîtes. Mais ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle le marché primaire. C'est une entreprise qui va emprunter sur les marchés financiers ou vendre des actions sur le marché financier pour se financer et trouver des investisseurs. C'est qu'une toute petite partie de l'activité économique dans les marchés. Au final, tout ça part dans la spéculation et continue à faire grossir des bulles et participe à l'hyper-financiarisation de l'économie. En plus, tout à fait. Très bonne remarque. Donc c'est pour ça, c'est de la merde la retraite par capitalisation, ça dégage. Enfin, de toute façon, c'est très simple. Moi, je suis communiste. Donc le déjà là communiste, l'économie socialisée à travers la sécurité sociale, c'est dans le titre. Je suis pour et la capitalisation, je suis contre. Point à la ligne. Voilà. Faites vos propres recherches si vous comprenez pas pourquoi je dis ça. Bref, donc du coup, elle a posé quoi comme question à Pauline de Malherbe? Elle lui a dit vous assumez un programme bien radical quand même. Vous parlez de tout faire péter. Vous dites plus personne croit en la politique. Vous voulez faire une grande explosion, non? Vous le demandez, c'est que effectivement les gens n'y croient plus. Et je pense que tous les Français, en tout cas beaucoup de Français, se posent exactement les questions que vous venez d'évoquer. Et on pourrait en rajouter d'autres. Il y en a une sur les chefs d'entreprise. Parce que moi, je veux qu'on se pose les bonnes questions. Je suis à la tête d'un parti politique, dans un moment qui est extraordinairement difficile pour notre pays, par ailleurs qui est difficile dans le monde, si on n'est pas capable d'assumer de se poser les bonnes questions, même si ça nous conduit à faire une autocritique, même si ça nous conduit à avoir un regard sur ce qui a pu être fait ces dernières années, Gabriel Attal fait son autocritique. Vous savez qu'il faisait son autocritique? C'était une grande phrase en mode genre « Fais ton autocritique, camarade » à une époque. Bon, les communistes, ils aimaient bien dire ça. C'était la phrase du PCF par excellence, là, quand j'étais stalinien et tout. « Fais ton autocritique, camarade ». Bon, bref. pu être mal fait ces dernières années sur certaines choses, on n'arrivera pas à s'en sortir. La France s'en sortira pas. Donc moi, je suis pas là. Mon objectif, c'est pas de réunir des gens pour dire tout va bien, dans le meilleur des mondes, les Français sont heureux, il n'y a pas de problème. Au contraire, il faut parler des problèmes. Vous Et posez surtout- la question de savoir si tout n'est pas foutu. Et surtout, ce qui est intéressant dans ces sujets-là que vous venez d'évoquer, c'est que seront réunis ce soir des personnalités qui sont pour beaucoup pas des politiques, qui sont des personnalités de la société civile. Il y aura des syndicalistes, il y aura des partenaires sociaux, des gens du patronat, il y aura des chefs d'entreprise, il y aura des associatifs, il y aura des intellectuels qui pensent pas forcément la même chose entre eux, qui sont loin d'être tous d'accord avec moi et avec ce que je propose, mais qui vont finalement confronter leurs idées, leurs points de vue pour participer peut-être à refonder la France. En revanche, Attendez, on va tout changer parce qu'on a des gens de la société civile avec nous. Qui croit ça? Qui croit ça en 2026? C'est précisément et littéralement le discours de Macron en 2016. Quand il s'est fait élire. Fin 2016, début 2017. C'est sur cette promesse-là qu'il s'est fait élire, Macron. Il était en mode genre, je suis ni de gauche ni de droite. Je suis au service avant tout de la France. Il faut faire une grande révolution. Réformer notre système. J'ai écrit un livre qui s'appelle Révolution. Et cette révolution, je la ferai pas tout seul. Je la ferai avec des gens issus de la société civile. Des gens qui ne sont pas politiciens de carrière, qui prendront part. Regardez, j'ai mis une maman travail, Marlène Schiappa, ministre de l'égalité des hommes et des femmes. J'ai mis Nicolas Hulot, issu de la société civile, ministre de l'écologie. Bon, il se trouve que c'est un pointeur, mais je ne le savais pas. Et puis j'ai mis des chefs d'entreprise et des gens sortis d'écoles de commerce sur des ministères importants. C'est ça la société civile. Ça a bien marché? Au final, c'est exactement les mêmes politicards de merde qui nous gouvernent depuis 107 ans. C'est la Macronie, quoi. C'est tarnac de la société civile. Déjà, c'était ringard en 2019, c'était déjà ringard comme discours. Et lui, il est en mode, je vais refaire du Macron 2017. Non, mais oui, bah, c'est Macron, quoi. C'est Macron, c'est Attal, oui, il veut continuer le macronisme. Pas sûr que ça prenne. Pas sûr que ça prenne, monsieur Attal. Vraiment pas sûr. Voilà. Non, mais à un moment, on vit dans une société, si chacun veut garder sa thune pour soi, qu'ils vivent seuls en dehors de la société et qu'ils prennent rien à la société, même pas à manger, ni des personnes à travailler pour eux. Exactement, Sabine Neuf. Voilà comment ils n'ont plus besoin de participer à la société. Tout à fait. C'est en mode, soit tu considères qu'effectivement on fait société tous ensemble, et jusqu'à preuve du contraire, quand même, souvent, le monde dans lequel on vit, c'est quand même l'État qui fait qu'on fait société ensemble. On cotise tous pour le même État,
On fait société à travers les impôts qu'on paye et à travers la dépense, les dépenses que l'État fait pour les Français. Il y a ce côté-là, quoi. Vraiment. Le contrat social, c'est le consentement à l'impôt, quelque part, quoi. Je veux dire, on fait nation à partir du moment où on paye tous des impôts et on participe tous à cet État qui nous concerne tous. Il y a cette idée-là. Et donc, des approches individualisantes de ça, c'est vouloir sortir du collectif, c'est vouloir une vie, une approche individualiste de la société. Et d'ailleurs, ça ne trompe pas, c'est Margaret Thatcher, donc grande libérale convaincue, qui disait « There is no such thing as society ». En mode, ça n'existe pas la société, il y a des êtres humains libres de leur choix, etc. etc. Donc après, on en vient à ce que c'est que concrètement aussi le clivage gauche-droite, une approche individualiste de la société ou une approche plus collective de la société. Merci, tout se comprend, merci pour le raid, let's go. Merci beaucoup, installez-vous. Et donc oui, à cet égard, dès lors, la sécurité sociale, c'est faire du collectif, c'est faire société ensemble. Donc eux, ils veulent faire moins société. Donc parler des gens issus de la société civile pour faire avancer la France tous ensemble. Et on va privatiser la sécu. Vous voulez plus de collectifs, plus de société civile, moins de société. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Vous voulez que ça soit la loi du plus fort, finalement. Voilà. L'égoïsme érigé comme valeur. Bref, merci Ryan AGR pour ton prime, merci beaucoup. Un certain nombre de poids lourds de votre parti ne seront pas là. Elisabeth Borne, qui était invitée de BFM TV hier soir, a dit qu'elle avait absolument pas prévu de venir. Elle dit même, je crois pas que Gabriel Attal soit mon patron. Vous n'êtes pas le boss du parti. Moi, vous savez, je suis secrétaire général de ce parti. Les militants m'ont élu pour ça. Et mon objectif, c'est d'en faire un véritable parti. C'est de tout refonder. Et d'assumer, de dire que notre pays a changé, qu'il y a beaucoup de problèmes à régler en France et que pour ça, on peut pas faire comme avant. Voilà. Mais ça, on l'a déjà dit. Tu te répètes un peu, hein, Gabi. Alors pourquoi même Elisabeth Borne est en mode je m'en bats les couilles de toi, Gabriel Attal? Ça correspond exactement à ce que je dis depuis des mois. La théorie de la quadripartition, c'est que le bloc macroniste est en train de s'effriter, il est voué à s'effondrer avec 2027. Il y a une restructuration qui arrive et tout le monde n'a pas le même plan. Voilà. Glucksmann, par exemple, il veut récupérer une partie de la Macronie en errance, vous voyez. Donc Elisabeth Borne, qui, c'est très bizarre à dire, parce que c'est elle qui a fait passer la réforme de la retraite par 49.3, etc. C'est clairement pas une femme de gauche dans l'exercice de ses mandats, mais elle vient du PS, et du coup, en termes de sensibilité, elle doit plus correspondre à un peu l'aile gauche, entre gros guillemets, parce que c'est pas des gens de gauche, évidemment, du parti macroniste. Donc limite, elle se dit, non, moi je vais retourner au PS, au chaud, je vais retourner avec François Hollande, Bernard Cazeneuve, Raphaël Glucksmann, pour être dans ce bloc, on va dire, macroniste de gauche, entre énormes guillemets, quoi. Voilà. À côté de ça, il y en a qui se disent mais non, avec l'effondrement de la Macronie, moi je vais partir à droite. Vous voyez, il n'y a pas de raison. A priori, je pense pas que Darmanin et Elisabeth Borne, dans la restructuration à venir, vont se retrouver dans les mêmes formations politiques. Moi, je pense vraiment pas. Après, c'est un peu mon instinct et ma théorie. Ça correspond un peu. Ça a l'air d'appuyer ce que je dis, en tout cas, ce qui est dit ici, c'est que le macronisme ne survivra pas à la fin de Macron. Et moi, je pense qu'à partir de ce bloc macroniste qui a réussi à agglomérer centre-gauche, centre-droit et droite, on va dire, ce qui a été le fait politique de ce qu'a pu faire Macron, et ce socle électoral va se resplitter en deux. Moi, j'en suis convaincu. Et donc, du coup, Gabriel Attal, lui, veut garder ce socle, électoral, il veut garder ce bloc intact, et il en serait le chef. Mais ça ne va pas marcher. Les plus droitards du lot vont partir avec la droite, refaire un autre truc, et les plus gauchistes, entre guillemets, du lot, ceux issus du PS, quoi. C'est pas des gens de gauche, évidemment. On parle de Agnès Pannier-Runacher et Elisabeth Borne et tout, quoi. Bon. Je pense pas qu'ils vont se retrouver dans la même formation politique qu'un Darmanin ou un Édouard Philippe, quoi. Vous voyez? Et donc, du coup, tout ça, son truc, c'est un peu caduc. Il va essayer de maintenir dans un seul bloc homogène macroniste un truc qui est voué à se split en deux, quoi. Moi, c'est mon analyse. Ce qui est un peu la même analyse que j'ai, par exemple, que tout le monde a en réalité à gauche, de la fameuse primaire Front Populaire 2027. Ça sert à rien. Vous auriez pas un seul bloc avec le PS et LFI dedans. C'est mort. À quoi vous servez? À rien. Votre plan ne survivra pas à la restructuration à venir. C'est le cas pour les écologistes et les unionistes du groupe écolo qui veulent faire Front Populaire 2027. Et une restructuration qui nous pend au nez, vous ne pourrez pas mettre dans un seul et même bloc le PS et LFI. Voilà. Et j'ai envie de dire pareil à Gabriel Attal. Il y a une restructuration en cours, tu ne mettras pas dans le même bloc ton aile droite, entre guillemets, et ton aile gauche, entre guillemets. Voilà. Et d'ailleurs, il y a Raphaël Glucksmann qui est en train de te mordiller par la gauche et qui va pouvoir récupérer une part du gâteau, probablement. Glucksmann, Hollande et compagnie. Et à droite, il risque d'y avoir un truc pareil. Donc à quoi tu vas servir à part t'effondrer en même temps que l'effondrement de la Macronie? Moi, je pense qu'il va servir à rien. Voilà, c'est ça la ligne qui est la mienne. Après, pour le reste, vous savez, il y a toujours des commentaires. Ça vous a quand même surpris? Il y a toujours des commentaires. Et honnêtement, chacun est libre de sa parole. Moi, l'important... Oui, vous l'avez invité ou pas? Bien sûr, tout le monde est invité à ce moment ce soir. Tous nos adhérents ont été invités. Il y aura beaucoup de monde, il y a beaucoup d'inscrits. Mais encore une fois, l'important, c'est pas de parler de nous.
L'important, c'est de parler du pays et de laisser parler des Françaises et des Français qui ne sont pas en politique, mais qui ont des choses à nous dire. Alors, puisqu'on est sur C'est insupportable, hein. Vraiment, ces éléments de langage de politiciens macronistes, on s'emmerde. Hein. Vraiment, il parle pour rien dire. Hein. Il parle vraiment pour rien dire, celui-là. C'est fou. Hein. Il y a 3 gros espaces, les proto-fachos de moins en moins proto, les néolibéraux et les sociodémocrates, qui sont pas le PS, mais LFI plus certains communistes et certains écolos. Bah ça oui, là, c'est les 3 espaces actuels, c'est la tripartition, effectivement. Il y a le bloc gauche, le bloc central macronien et le bloc fascisto-réactionnaire, vous appelez ça comme vous voulez. Là, ça se voit, c'est le truc actuel à l'Assemblée nationale. Mais moi, mon analyse, c'est que la fin de la Macronie, ça va être ce fameux bloc central va se restructurer et s'effondrer. Et donc, enfin, s'effondrer puis se restructurer. Et donc, du coup, ça va influer aussi sur les 2 autres blocs. C'est-à-dire que la droite du bloc de gauche, qui correspond au PS, va se rallier avec la gauche du bloc central, vous voyez ? Et la droite du bloc central va s'allier avec la gauche du bloc de droite. Et moi, je pense qu'on va passer d'une tripartition à une quadripartition. C'est vraiment mon instinct. C'est pas mon instinct, c'est vraiment ma théorie. J'en suis pas sûr, mais c'est l'analyse que j'ai du truc. Et donc, ça fait qu'il y a plein de noisettes là-dedans, effectivement. Il y a les écologistes où normalement, choisissez, vous allez dans quel bloc, vous allez bien devoir choisir un bloc ou disparaître. Et Gabriel Attal, ça va être pareil. Tu choisis quoi ? Alors on peut aussi avoir après une alliance de Gabriel Attal avec le PS glucksmanisé, place publique. Il est en mode genre ok, je vais essayer de prendre le leadership sur ce bloc centre-gauche entre guillemets à venir quoi. Je sais pas exactement comment ça va se passer, mais en tout cas, je suis absolument convaincu que le bloc central macroniste est voué à se scinder. Voilà. L'histoire des noisettes, c'est la théorie de la pas du team. Il parle de ça plus pour la gauche. Voilà. En gros, de dire les écologistes, le groupe écologiste, les unionistes, là, toute la team Ruffin, Tondelier, Clémentine et compagnie, ils sont pris en étau entre les 2 pinces du casse-noisette, entre d'un côté LFI et de l'autre côté le PS. Et donc, à un moment donné, juste, il n'y a pas de socle électoral qui correspond à leur espace. Et donc, ils vont se faire éclater entre les deux parties de la pince, PS d'un côté et LFI de l'autre. Et ben, on peut voir un peu on peut faire une analogie un peu avec Gabriel Attal et d'un côté, les macronistes qui vont retourner un peu vers le PS et place publique, et de l'autre côté, les macronistes qui vont plus, issus de LR, qui vont plus retourner vers LR et compagnie. Pensez Darmanin, par exemple. Voilà. S'il veut garder tout ce beau monde dans un seul et même bloc, il est voué à disparaître. Ou alors, peut-être qu'il va justement choisir d'aller d'un des 2 côtés. Voilà. C'est mon analyse. Je pense que vous n'allez pas être le seul à la voir. Je pense qu'elle n'est pas totalement déconnante, quoi. sur le parti, j'aimerais bien quand même y voir plus clair sur votre histoire de nom. Ça s'est appelé En Marche, ça s'est appelé La République En Marche, LREM, ça s'est appelé Ensemble pour la République, ensuite ça s'est appelé Ensemble tout court, ensuite ça s'est appelé Renaissance et maintenant ça va s'appeler Nouvelle République. Alors je vous avoue qu'en regardant tous ces noms en si peu de temps, je me suis quand même dit qu'il y avait un côté, vous cherchez quoi. Vous savez, moi quand j'ai pris les rênes de ce parti il y a 1 an, les adhérents eux-mêmes m'ont dit qu'il fallait changer de nom. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu plein de changements de nom avant ? Parce que vous ne savez pas très bien où vous habitez. Quand j'étais pas aux responsabilités. Je pense parce que les noms qui ont été choisis. Parce que vous êtes des gros nulos, non ? Parce que vous avez aucune colonne vertébrale idéologique, non ? Vous êtes des merdes. C'est pas parce que vous êtes des merdes. Allez, camarade Apolline décide de dire les termes. Apolline de Malherbe avec nous. Je plaisante bien sûr, je plaisante. Reflétait pas forcément un projet politique. Or, je pense que le nom d'un parti, ça doit permettre d'identifier le projet politique de ce parti. Ce que j'ai répondu aux adhérents il y a 1 an, c'est que je souhaitais d'abord qu'on travaille sur le fond et sur le projet. D'ailleurs, vous dites, une fois qu'on a fait ce travail de réflexion sur le fond, le nom peut changer pour refléter une idéologie. Exactement. C'est quoi votre idéologie ? Mais, moi, je le dis. Attends. Parce que là, il veut appeler ça Nouvelle République. Avant, ça s'appelait Renaissance. Même d'un point de vue grammatical, Renaissance, naître, enfin le naissance, nouveau, je veux dire, c'est la même chose. Dire Renaissance et Nouvelle République. Renaissance, c'était quoi ? Avant, ça s'appelait La République En Marche. La République En Marche devient Renaissance. Il aurait pu appeler ça Renaissance de la République. Nouvelle République. C'est pareil. C'est dans la plus pure continuité de vos noms précédents. Ça n'a aucun putain de sens. Juste un énième rebranding pour être en mode genre non, en fait, maintenant, ça sera le parti de Gabriel Attal. C'est plus le parti d'Emmanuel Macron. C'est ça, en fait. Oh là là. Si vraiment, ils étaient en mode il faut que ça reflète un fond politique. Ok, à ce moment-là, ok. Appelez-vous, je sais pas, section française de l'international libéral. Appelez ça en mode libéraliser la République. Mettez des noms qui ont un sens politique, comme libéral, je sais pas, des trucs comme ça. Avant, on faisait ça. Souvent, et je pense que ça rassemble les femmes et les hommes qui sont chez Renaissance, moi je suis libéral en matière économique. C'est-à-dire que je crois que si on veut... mais libéral dans ton autre parti à ce moment-là, assume. Avoir un financement de nos services publics, notre modèle social,
il faut de l'emploi, il faut de la croissance. Pour ça, il faut des entreprises. Et donc, il faut permettre à nos entreprises d'être compétitives. Je suis très ferme sur les questions régaliennes. La sécurité, la justice, l'immigration, la laïcité. Mais c'est le truc le plus basique. C'est les deux tiers de la sphère politique actuelle disent précisément ça. Moi, je suis libéral, je suis attaché à l'économie de marché, je suis pro-business. Je suis aussi attaché à l'état de droit et je trouve que sur l'immigration et la sécurité, il faut durcir le trait. Il dit exactement la même chose que tous ces congénères qui vont du centre jusqu'à l'extrême droite. Bardella pourrait dire la même chose. Stop. Oh là là, c'est vraiment en mode genre, je vais faire du neuf avec un truc qui n'a absolument rien de neuf. Je suis exactement le même que les autres. L'attaque des clones, Star Wars 2. Oh, c'est bon, ça va. L'autorité, c'est peut-être un angle mort de ces dernières années, il faut assumer de le dire, dans la politique qui a été conduite par les gouvernements Le successifs. régalien, c'est-à-dire toutes ces questions d'autorité, de laïcité, vous estimez que vous n'êtes pas suffisamment attaqué, vous les macronistes, je veux dire. Mais wesh, non mais genre un angle mort, on parle que de ça tout le temps. Les médias bouclent là-dessus tout le temps. L'extrême droite est en train de monter. La droite court après l'extrême droite. Les macronistes courent après l'extrême droite. Que le sécuritaire. Oh là là, il faudrait armer la France. Oh là là, il faut ci, il faut ça. Il y a trop d'immigration. On parle que de ça tout le temps. Il y a que LFI qui est pas dans cette méta-là. Et un tout petit peu les écolos sur les bords, quoi. On n'a peut-être pas assez fait là-dessus. Ah oui, moi je trouve que vous avez déjà fait largement trop, quoi. Largement trop, quoi. T'as envie de continuer à faire monter le RN, monsieur le républicain ? Et après, appeler à faire barrage. Moi, si t'appelles à faire barrage à la fin, bon, bah tant mieux, on prend. Mais normalement, en fait, il est complètement couillon, quoi. C'est pas possible. Hein. J'estime que collectivement, effectivement, il y a une forme de constat d'échec sur un certain nombre de sujets. C'est une réalité. Et encore une fois, c'est pas un gros mot de le dire. En tout cas, moi, à chaque fonction qui a été la mienne, j'ai tout fait pour agir sur ces sujets-là. On pourrait y revenir. Je suis progressiste sur les questions sociétales et sur les questions climatiques. Attends. Il est libéral et progressiste en même temps ? Et il veut des gens de la société civile. C'est littéralement Macron en campagne en 2017. Il n'y a aucune différence. Et quand je dis ça, il n'y a aucune différence. Je dis pas ça pour faire mon gauchiste. Je pense que n'importe quel observateur politique serait d'accord avec moi, même pas de gauche. Hein. Il veut nous faire du Macron en 2027. Après 10 ans de Macron, plus personne ne peut le blairer. On a bien vu l'échec de sa politique. Ok. Vas-y. Vas-y. Et puis il faut expliquer, voilà. J'allais le dire, exactement. C'est exactement ce que j'allais dire, Rétrofanido. Il faut m'expliquer en quoi c'est progressiste l'interdiction de la baya à l'école. Hein. L'islamophobie, c'est progressiste maintenant. Que Macron nous ait fait gober ses salades quand il se présentait comme étant progressiste en 2017. Il le faisait avec beaucoup plus d'habilité. Il n'avait pas fait de trucs ultra rétrogrades comme ça. Il était là en tant que ministre de l'économie. Il avait fait des lois libérales, pro-business, des attaques contre le monde du travail. Alors ça oui, hein. Ça oui. Il s'en cachait pas. Il était en mode, moi je suis un gros libéral. Je vais privatiser des trucs. Je vais faire une politique pro-business. Mais au moins je serai progressiste. Et quand t'écoutes Macron en 2017 en campagne parler des sujets, y compris des sujets comme l'islamophobie, y compris des quartiers, etc., il avait un discours qui n'a rien à voir avec le discours de maintenant. Il avait un discours qui, c'était uniquement de la posture. Hein. Les gauchistes solides savaient très bien qu'il mentait. Mais je veux dire, dans la posture et dans le discours, il avait un discours qui était un peu progressiste quand même, pour de vrai. Qui n'a rien à voir avec avec les 2 mandats qu'il a effectués après, en tout cas. Mais là, Gabriel Attal, qui est resté macroniste pendant 10 ans, après qu'on ait bien vu que Macron n'a rien d'un progressiste et que les macronistes n'ont rien de progressiste, il continue à dire « Je suis libéral mais progressiste ». Bah non, on a bien vu que t'étais pas un progressiste. Ferme ta gueule, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est fou, ça. Oh. Je pense qu'il y a encore des choses à faire, des droits supplémentaires pour les Français. Voilà, il proposait de légaliser la weed, Macron, en 2017. Il n'avait pas la porte fermée à ça. Sauf que comme c'est un homme de droite malgré tout, et bah, il court après la droite et son électorat de droite malgré tout. Un électorat qui est réactionnaire et pas progressiste, quoi. Soit en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit en matière de fin de vie. Vous savez que je défends un texte pour des personnes qui sont dans une situation incurable, qui souffrent, qui n'ont pas d'autre solution, il puisse y avoir une aide active à mourir. Et enfin, je suis profondément pro-européen. Voilà, si je devais résumer ce en quoi je crois. Je pense que ça permet de répondre à un certain nombre de problèmes que se posent les Français et par ailleurs que ça permet de rassembler assez largement. Moi, je le trouve quand même bien compatible avec un Glucksmann, le Attal. Qui a un axe Glucksmann-Attal pour sauver la République en 2027, ça m'étonnerait pas. Hein. Ça m'étonnerait pas, hein. Pour de vrai. Hein. Je voulais dire un truc là. Oui, quand il dit progressiste, alors si je sais comment il peut être progressiste, effectivement. Peut-être qu'il va se présenter comme progressiste en mode genre, moi, je suis pour les droits des LGBT. Donc l'islam est un danger pour la République. C'est ça, le arabe, homophobe et antisémite. Moi, je suis progressiste. Donc, en fait, être raciste et islamophobe, c'est un devoir en tant que progressiste. Voilà le progressisme qui pourrait nous sortir, Gabriel Attal, je pense. Voilà. L'homonationalisme, tous ces genres de choses. Ce pinkwashing qui est utilisé uniquement pour taper sur les Arabes et les musulmans en particulier. Voilà, ça c'est le progressisme de Gabriel Attal qui peut nous promettre à l'avenir, ça je veux bien, mais c'est pas du progressisme. C'est pas du progressisme. Évidemment, c'est de l'instrumentalisation. Voilà. Juste LG, pas T ni A+, en plus.
Ouais, après, dans les macronistes, il y a des transphobes. Hein. Il y a d'autres anti-transphobes chez les macronistes. On pense à Aurore Berger qui s'affichait avec Marguerite Stern et l'autre, comment ça s'appelle, Dora Muto. En vrai, je sais pas pour Gabriel Attal. Je sais pas. Peut-être qu'il est pas spécifiquement transphobe ou que ça fait partie des sensibilités macroniennes qui sont, eux, pas vraiment transphobes. Je sais pas. Je suis pas sûr. Là-dessus, j'ai pas assez d'infos pour juger de son rapport à la transphobie en réalité. Sachant qu'il est LGBT, donc peut-être qu'il a quand même un rapport différent à ça qu'une Aurore Berger, qui est issue de la droite LR, qui était anti-mariage pour tous, etc. Quoi. Voilà. Là-dessus, je sais pas. J'ai pas le pouvoir de sonder son cœur au plus profond de son être, j'en sais rien. Alors après, cela dit, on s'en fout. Ou normalement, sonder le cœur des politiciens, ils sont dans une structure. Si la droite, s'il s'inscrit dans la droite, il a beau dire qu'il est progressiste, à partir du moment où il y a une panique réactionnaire autour des personnes trans et une transphobie institutionnalisée et généralisée dans le camp politique auquel il est raccroché, peut-être qu'il est pas transphobe au plus profond de son être, mais ça veut pas dire qu'il va pas l'être dans l'exercice de ses fonctions. Voilà. Bref, mais il y a quand même plusieurs sensibilités de base dans la Macronie. Ils se mettent d'accord sur la manière de gouverner, mais voilà, je ne jugerai pas de sa sensibilité par rapport aux questions LGBT. J'en ai pas la capacité, mais au bout d'un moment, dans l'exercice du pouvoir. Voilà. Acts speed louder than words, comme on dit. Salut ma meuf 18, comment ça va? Je t'ai vu dans le chat, t'as dit bonjour, je finissais ma tirade, bien sûr. Allez, c'est l'heure de dire bonjour à notre mascotte, Bamef 18. Ça va? Allez, tout le monde dans le chat, on dit bonjour. J'adore. Je t'adore, Bams 18. Heureusement que t'existes. Hein. On s'ennuierait sans toi. Le journal la République, la Nouvelle République, initialement la Nouvelle République du Centre, vous l'avez vu, a réagi à votre nouveau nom. Donc votre alors, il n'y a pas de nouveau nom la... encore, Apolline de Malherbe. Ah bon, ce ne sera pas la Nouvelle République? J'ai annoncé que le nouveau nom, ça serait après les municipales. Il y a plusieurs noms qui sont possibles. Dont la Nouvelle République. Parce que la Nouvelle République, c'est une dynamique qu'on a lancée au mois de septembre dernier à Arras, précisément pour assumer qu'il faut refonder les institutions en France, qu'il faut refonder notre modèle si on veut qu'il survive. Vous dites pas que c'est complètement acté, mais enfin c'est quand même Nouvelle République qui tient la corde. Je dis rendez-vous après les municipales. C'est vrai que sur Nouvelle République, ça incarne ce projet qu'on veut porter pour le pays. Attends. Si vous appelez Nouvelle République, il devrait y avoir dans votre programme une 6e République. Changer la Constitution, changer nos institutions. Tout à l'heure, je disais, il est un peu plus honnête que ses congénères sur la privatisation de la Sécu. Je le pense. Ce qui veut pas dire que ses idées sont bonnes. Hein. Voilà. Mais du coup, le mec, il veut s'appeler Nouvelle République. Et en plus, lui, il faisait partie des gens qui étaient en mode genre, ouais, il faut plus de parlementarisme, nos institutions, c'est pas se mettre d'accord, la culture parlementaire, elle est nulle en France, on n'a pas la culture du compromis et de la coalition, contrairement à nos voisins allemands. Lui, il a volontiers ce discours, quoi. Donc il a ce discours-là. Son parti veut l'appeler Nouvelle République parce qu'il y a une dynamique, soi-disant, et il parle pas de passage à la 6e République, de modifier nos institutions, de modifier la Constitution pour permettre une meilleure culture parlementaire de je sais pas quoi. Genre, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ces mots creux? Maintenant, on verra. Comme LFI avec la 6e République. Oui, voilà, merci à Pauline de Malherbe, oui, voilà. Quid de la 6e République? Monsieur Nouvelle République. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le mec, il s'appelait Nouvelle République. On a le droit de faire des Nouvelles Républiques. On en a eu 5 en France, on peut bien passer à la 6e. C'est pas la même. Parce que derrière Nouvelle République, on ne parle pas que des institutions comme le fait LFI avec la 6e République. On parle de notre modèle social qui ne peut plus tourner dans la démographie actuelle. On parle de notre modèle régalien. Comment est-ce qu'on juge les mineurs? Comment est-ce qu'on garantit la sécurité? Mais à ce moment-là, mais pas République dans le nom. Nouvelle République, on pense aux institutions de la République. On pense à avoir une Nouvelle République. Et en mode genre, moi, quand je dis Nouvelle République, je parle pas des institutions républicaines. Je parle de la sécurité sociale. Je parle de l'armée, de la police. Bon, bah, appelle pas ça Nouvelle République alors, qu'est-ce que je te dise? On gère les flux d'immigration en France. Ah oui, voilà, ça c'est vraiment... Quand je dis Nouvelle République, c'est pas par rapport à la République, c'est par rapport aux migrants. Comment on fait se noyer un maximum de migrants dans la Méditerranée? C'est ça aussi la République? Bah non, c'est pas ça. On parle de notre modèle démocratique, c'est vrai, nos institutions, et on parle de notre modèle économique. Je le disais, le journal Nouvelle République, en tout cas, pense effectivement que tout... Voilà, nouveau paradigme à ce moment-là, appelle ça nouveau paradigme. À changer votre nom. Attends, vert. explique. Là, je recoupe pour dire ça, coupe pas trop Ribot. Là, j'ai fait exprès justement d'essayer de pas trop couper au milieu des phrases. J'essaie de couper à chaque fois, juste avant la question, la nouvelle question. Jusque là, j'ai coupé au milieu des phrases pour dire des tout petits trucs et puis remettre. Là, je trouve ça va. Je trouve que j'ai moins coupé au milieu des phrases depuis le début, non? Juste là, j'ai fait un tout petit peu. Mais t'as raison de me le rappeler. Mais je trouve que là, pour l'instant, ça va. Voilà. J'ai mis tes pauses pour répondre aux critiques. On retourne en arrière. Nos institutions. Et on parle de notre modèle économique. Je le disais, le journal Nouvelle République, en tout cas, pense effectivement que
tout converge à changer votre nom vers Nouvelle République. Ils disent le président du parti de la République changera bientôt de nom. Problème, il opterait pour celui d'un groupe de presse historique, le nôtre. Gabriel Attal ambitionne de changer le nom de son parti. Après En Marche, La République En Marche, ce serait donc la Nouvelle République. Peut-être parce que Jean-Luc Mélenchon, disent-ils, a politiquement préempté l'appellation 6e République. Et ils ajoutent, l'hommage est embarrassant, même si la timidité de Gabriel Attal est émouvante. On y perçoit une certaine ironie. Le leader politique n'a en effet pas osé informer la Nouvelle République de son idée. Timide mais prudent, il a tout de même interrogé des juristes. Et puis surtout cette fin assez grinçante. La Nouvelle République en a vu d'autres, dit l'édito ce matin donc de la Nouvelle République. Elle attend déjà que la Macronie passe à autre chose. Si Gabriel Attal manque d'inspiration, qu'il s'intéresse au municipal, ce rendez-vous électoral dans lequel son parti peine à peser, mais que la Nouvelle République chronique sans parti pris. Qu'est-ce que vous répondez ? Bon, d'abord, heureusement... Elle a été longue sa question, non ? J'ai décroché au milieu. Bon là c'est un peu du détail à la con. Hein. Bon bref. La Nouvelle République, ou la République tout court, elle appartient à tout le monde. Attends, il a vraiment une tête de con, Attal, désolé pour l'insulte. Il y a 10 000 milliards de manières de critiquer Attal, dire il a une tête de con, je suis pas d'accord. Non, en vrai, s'il y a un truc qu'on peut dire, si on doit dire un truc gentil par rapport à Gabriel Attal qu'on peut dire, en vrai, il est beau gosse, Gabriel Attal, arrêtez de faire les forceurs. C'est pas ça qui pêche, c'est pas ça le souci. Non ? Il est BG, arrêtez. Qu'il s'intéresse au municipal, ce rendez-vous est pris. Qu'est-ce que vous répondez ? Bon, d'abord, heureusement, la Nouvelle République, ou la République tout court, elle appartient à tout le monde. Et d'ailleurs, il y a déjà un parti qui s'est appelé comme ça, ou quasiment. Tout à fait. Le parti du général de Gaulle, en 1958, qu'il a créé, l'Union pour la Nouvelle République. Voilà, après, moi j'ai beaucoup de respect pour la Attends, mais oui, mais il a fait une Nouvelle République. Général de Gaulle, 1958, passage à la 5e République. Il est con ou quoi ? C'est exactement ce que je disais. Si tu as appelé ton parti Nouvelle République, peut-être ça doit correspondre à une Nouvelle République. C'était le cas de De Gaulle pour le coup. Hein. Il est arrivé, il y a eu une Nouvelle République. Grinçant, comme vous dites, je suis très engagé aussi. Je suis très engagé aussi sur la question des municipales, évidemment, qui est un scrutin majeur pour les Français. On a des candidats Renaissance. Ils disent effectivement que votre parti peine à peser, c'est juste. Il peine à peser quand même. D'abord, il faut voir les élections, le résultat des élections. Ensuite, vous savez. Il y a beaucoup d'entre eux, vous n'avez même pas de candidat. Mais vous savez, d'abord, la plupart des candidats aujourd'hui en France, quel que soit leur parti d'origine, en général, ils se présentent avec leur étiquette propre locale. C'est vrai pour les gens qui viennent de gauche, de droite, du centre, etc. Parce que c'est des élections locales. Et ensuite, on a des candidats un peu partout en France, je peux vous dire. Il y a plein de villes, on a des candidats, je pourrais en parler ici. Et il y a d'ailleurs plein de villes qu'on va gagner avec nos candidats à l'occasion de ces municipales. Donc pour vous, il n'y a pas de problème sur les municipales ? Ah non, vous savez, ça fait 1 an qu'on travaille sur les municipales. Et on a assumé de dire qu'il y a certaines villes où on considère qu'il faut se présenter sous nos propres couleurs, parce que c'est nous qui avons les meilleures idées pour cette ville, parce qu'on a travaillé, etc. Il y a des villes où on a assumé de dire on va soutenir un maire sortant ou une autre équipe qui se présente, parce qu'ils sont mieux préparés que nous, parce qu'ils ont des valeurs, des idées qui correspondent aux nôtres. Et j'ai envie de vous dire, c'est très bien. Moi, je pense que les gens, ils en ont marre aussi de voir ces partis qui, en permanence, disent quoi qu'il arrive, je suis pas d'accord avec les autres, je vais me présenter sous ma bannière, avec mon drapeau, et je me fiche de savoir s'il y a d'autres candidats qui sont en accord avec mes idées. Il a un peu raison au sens où effectivement avoir des cadres unitaires sur des municipales en fonction des dynamiques locales, de la base militante, etc. Oui, effectivement, il y a des alliances aux municipales et c'est normal de faire des alliances. Mais ce qu'il dit pas, c'est qu'ils sont obligés de les faire ces alliances de toute manière parce que ils vont s'effondrer. Déjà, ils sont nuls au municipal de base parce qu'ils n'ont pas d'assises locales. C'est un parti qui a été monté de toutes pièces du jour au lendemain par Emmanuel Macron en reprenant plein de gens avec lui. Tout le monde se barre petit à petit parce que tout le monde a bien compris que la Macronie avait quand même peu d'avenir. Et du coup, au municipal, ils sont dans la chiasse. Du coup, ils s'allient avec d'autres partis de droite, de centre, etc. pour tenter de garder des villes ou je sais pas quoi. Mais déjà, ils n'en ont pas beaucoup des villes, les macronistes. Hein. Voilà. Déjà. Interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, première étape. Et moi, je pense effectivement, on parle de ça juste après, je pense que ça va être désastreux pour les municipales. Hein. Je pense que ça va être désastreux pour eux. Et tant mieux. Et après, il y a ce truc qui m'énerve aussi, c'est que là, il se positionne pour la présidentielle. Il est clairement en train de se positionner pour la présidentielle, c'est ce qu'on disait au début, quoi. Et parler des problématiques, des élections locales, des élections aussi particulières et différentes de ville en ville que sont les municipales, alors qu'en vérité, là, il est en train de préparer une élection nationale, la présidentielle. Ça me saoule à chaque fois. Ça fait que brouiller les pistes sur les différents blocs électoraux qui vont être là pour la présidentielle à l'échelle nationale, parce que c'est des dynamiques très différentes pour les municipales. C'est 2 élections qui sont extrêmement différentes.
Et moi, ça me saoule, ça brouille les pistes. Donc j'ai hâte qu'on soit après les municipales et qu'enfin, ça y est, parce qu'en fait, on est déjà en pré-présidentielle depuis un moment, quoi. On a à peu près tous compris quasiment depuis 2022, et en tout cas pour 2024. Bon, il y avait encore la question d'éventuelles autres législatives anticipées. Il y avait encore la dissolution qui était plus ou moins possible. Là, du coup, avec ce qu'a fait le PS dernièrement, le Cornu devrait tenir jusqu'à la fin. Mais ça fait déjà au moins 1 an et demi, 2 ans que tout le monde pense à la présidentielle, qu'on sait très bien que la prochaine grande échéance pour la France électoralement, c'est la présidentielle. C'est comme ça, c'est la 5e République, l'hyper-présidentialisme, etc. C'est un truc qu'on déplore très souvent. Moi, je le déplore. Mais c'est comme ça. Et tout le monde l'a déjà acté. Du coup, là, on est déjà en pré-présidentielle depuis un moment, mais les municipales viennent un peu brouiller ce truc. On est dans une espèce d'entre-deux insupportable depuis beaucoup trop longtemps. Donc moi, j'ai hâte que les municipales soient passées pour que enfin, ça soit officiellement la pré-présidentielle et que ça soit quasiment officiellement déjà l'arc présidentiel qui commence, parce que là, il y a trop de trucs où c'est pas clair. On mélange les européennes, les législatives, les municipales avec les présidentielles qui arrivent, alors que les dynamiques risquent d'être bien différentes, quoi. Voilà, donc j'ai hâte d'être en avril, mai, que ça y est, on soit officiellement 1 an avant la présidentielle, que ça soit la prochaine grande échéance électorale, parce que cet entre-deux, moi, il m'insupporte, quoi. Voilà, je voulais dire ça. Maintenant se disent quoi qu'il arrive, je suis pas d'accord avec les autres, je vais me présenter sous ma bannière avec mon drapeau et je me fiche de savoir s'il y a d'autres candidats qui sont en accord avec mes idées. Interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Première étape franchie hier. Est-ce que vous vous dites que ça va effectivement pouvoir entrer en application, comme vous l'espérez, au 1er septembre? Certains disent que si l'Union européenne ne vous suit pas, ça restera lettre morte. L'Union européenne, elle nous donne la possibilité de l'interdire. Et ça, c'est très important. Vous savez, moi, c'est un combat que je mène depuis longtemps. Septembre 2023, je m'exprime pour la première fois en tant que ministre de l'Éducation nationale pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il y a eu beaucoup de travail depuis, notamment avec une députée de mon groupe, Laure Miller, avec des membres du gouvernement. Je pense à Clara Chapaz, qui était membre du gouvernement précédent sur le numérique. Et il y a eu aussi un travail au niveau européen. Grâce à 2 eurodéputés de notre groupe, Valérie Ayé et Stéphanie Yoncourtin, la Commission européenne nous a donné il y a quelques mois le droit de pouvoir interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. On vient de le voter à l'Assemblée nationale. C'est une étape décisive. Donc pour vous répondre, oui, cette mesure pourra entrer en vigueur au 1er septembre 2026, à condition que le texte soit définitivement adopté. Ça va passer au Sénat, je pense, à peu près dans 1 mois. Mais on sera le premier pays de l'Union européenne à mettre en œuvre cette mesure qui est essentielle. Mais précisément, selon une source... Moi, je redis ce que je dis la dernière fois, genre. Mieux réguler le rapport aux réseaux sociaux, à Internet et aux écrans pour les enfants, parce qu'il y a des vraies problématiques par rapport à ça. Moi, je suis pour sur le papier, je suis pour dans l'idée, mais la manière dont ils vont le faire, ça va être du flicage généralisé, quoi. C'est en mode genre, ah bah voilà, maintenant dès que vous voulez aller sur Internet, tous les Français doivent donner leur identité, leur numéro de sécurité sociale, relier ça directement à France Connect et allez vous faire foutre. La dangerosité potentielle du truc, c'est une dinguerie, genre c'est une dinguerie. Déjà premièrement, donc moi je suis totalement contre cette loi-là, même si je suis pour effectivement trouver une manière satisfaisante de mieux réguler, peut-être plus par la prévention et d'autres trucs, je sais pas exactement, les réseaux sociaux et les écrans pour les enfants, mais malgré ça, pour le potentiel liberticide, on va dire, de cette loi, non, je suis contre. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, moins de 15 ans. Du coup j'ai réfléchi à tout ça, moins de 15 ans. Les forums à l'époque, c'était des réseaux sociaux ou pas? Parce que moi, dès 11-12 ans, j'étais sur des forums et ça m'a apporté énormément. Ça m'a pas... C'est pas ça. C'est pas la sociabilité que j'ai commencé à avoir sur Internet quand j'avais 11-12 ans. C'est pas ça, moi, les trucs où je suis en mode genre ça craint. Moi, j'ai eu des trucs dans mon rapport à l'Internet. Les trucs où l'Internet n'était pas assez régulé. Voilà, genre, enfin, typiquement, l'exposition à des images pornographiques, l'exposition à des images de violence. J'ai vu des trucs où j'étais trop jeune pour les voir et ça, c'est pas bien. Et ça, j'aurais préféré que ça ne se passe pas comme ça. Mais à côté de ça, la sociabilité au contraire que j'avais en ligne via les forums, qui s'apparentent un peu à des réseaux sociaux, de mes 12 à mes 15 ans, ça m'a grave apporté. Ça m'a grave apporté et c'était sain, c'était très bien. Ça m'a apporté une culture, ça m'a fait parler avec des gens qui, certes, étaient un peu plus vieux que moi, mais c'était sur un forum de South Park. Ça m'a permis de découvrir énormément de choses en musique, en cinéma. Plein de trucs, quoi. Plein de trucs. One man, one jar. Bah voilà, ça m'a pas permis que de découvrir, que à 14 ans, de regarder Two Girls, One Cup. Il y a cet aspect-là, effectivement. Et ça craint, ça craint. Je veux dire, il n'y a pas que ça. Moi, mon rapport, c'était pas des réseaux sociaux, c'était des forums. Mais ça m'a énormément apporté dans ma vie. Et ça, je le dis, j'en ai parlé souvent. Vraiment pour de vrai, quoi. Donc, genre de 12 à 15 ans, t'as pas le droit d'avoir des sociabilités en ligne, y compris quand elles sont bien faites. Y compris quand elles sont bien. Moins de 15 ans. Non, si vraiment ce qu'on veut, c'est protéger les enfants des réseaux sociaux et de l'overdose d'écrans et de réseaux sociaux qui sont effectivement mauvais pour les développements quand c'est mal fait, ok. Mais c'est pas une interdiction de tous les réseaux sociaux pour tous les moins de 15 ans et que l'intégralité des Français soient obligés de se faire fliquer sur Internet qui va y parvenir, quoi. Voilà.
qui va y parvenir. Salut Hello Grise, voilà, je parlais de la garçonnière. Hello Grise et moi, on était sur le même forum de South Park à l'époque. Voilà, je sais pas quel âge t'avais, mais voilà, moi de 12 à 15 ans, c'était trop bien et c'était pas du tout un rapport malsain aux réseaux sociaux et à Internet. Au contraire, ça m'a apporté beaucoup. Donc c'est pour ça. Après, perso, Two Girls One Cup, c'est un camarade de classe qui me l'a montré sur son portable. J'avais pas accès à Internet à l'époque. Et je l'ai quand même vu. Bah ouais, parce qu'en plus, c'est sur les trucs les plus crades, on va dire, par rapport aux réseaux sociaux et à l'internet et au fait que des gamins sont pas censés voir ça. C'est même pas forcément sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça. Hein. Ta loi, je suis contre, évidemment. Et c'est pas par cette loi-là et de cette manière-là qu'on va réussir à protéger mieux les enfants des écrans et des réseaux. Qui ça, certes, effectivement, il y a un vrai sujet. Et moi, j'ai pas envie de me voiler la face en étant un contrarian par rapport à ça. Mais c'est certainement pas la bonne solution à mes yeux. Ça, c'est clair. À la Commission européenne qui s'est confiée à notre journaliste sur les questions notamment d'Internet, Raphaël Grabli. Prohibition égale contournement et clandestinité, donc moins de prévention. Là-dessus, oui et non, ça dépend comment c'est fait. Parler de prohibition pour ça, est-ce qu'interdire la clope et l'alcool aux mineurs, c'est de la prohibition? C'est pas de la prohibition en soi. C'est une forme de régulation, on en a déjà parlé la dernière fois. Tu vois? Donc là-dessus, je suis pas... Je vois ce que tu veux dire, mais oui, mais à ce moment-là, on dit pareil. Ah bah faut pas interdire l'alcool aux mineurs, parce que du coup, comme t'es pas censé boire d'alcool quand t'es mineur, ça favorise des moments où tu fais n'importe quoi avec l'alcool. Ouais, mais quand même, plutôt ça marche. Réguler des trucs comme l'alcool, la vente d'alcool, réguler des trucs comme le tabac, par rapport aux mineurs précisément, ça passe par des interdictions, et il se trouve que ça fonctionne, quoi. Voilà. Mais ça fonctionne, par exemple, pour le tabac, ça fonctionne parce que c'est pas juste du tout répressif. Il y a énormément de prévention. Il y a énormément d'autres mesures qui ne sont pas l'ordre de la répression pour faire réduire le tabagisme. Et dans tout ça, il y a aussi des trucs qui sont de l'ordre de l'interdiction à côté. Voilà, la loi Evin, c'est des interdictions. Interdiction de vendre des clopes aux mineurs, c'est des interdictions. Mais ce n'est pas tout ça. Si tu fais que interdire et que tu ne fais rien d'autre, c'est voué à faire de la merde. Et effectivement, aller dans des logiques plus de la prohibition. Donc la prohibition, c'est interdit et du coup, tu fais rien. Tu ne traites pas le sujet. Et ça pue du cul, évidemment. Mais je veux dire... un vrai truc de régulation, d'encadrement pour le meilleur passe aussi parfois pour des interdictions. Mais si l'interdiction est toute seule et après on fait pas de prévention, on fait rien d'autre, c'est voué à faire de la merde et à empirer le truc. Ça, on est bien d'accord. Voilà. Je suis content, j'ai plutôt bien formulé ce que je voulais dire. Merci Napidaways pour ton 14e mois consécutif, son 15e mois d'abonnement. Merci, let's go. Let's go. N'hésitez pas, s'il y en a deux qui veulent me soutenir, si vous trouvez que c'est du bon travail que je fais et vous voulez que je continue à le faire dans les meilleures conditions, n'hésitez pas à sub à la chaîne, bien sûr. Voilà, je fais passer mon chapeau virtuel, n'hésitez pas à lâcher un petit sub dedans. C'est comme ça que je vis. Voilà, 820 subs. On pourrait peut-être en faire encore quelques-uns. Voilà. Let's go. Européenne qui s'est confiée à notre journaliste sur les questions notamment d'Internet. Il y a plein de commentaires intéressants, donc avant de passer à la question suivante, je le lis. Entre la présomption de légitime défense pour les policiers, la volonté d'interdire de filmer les flics, le flicage des réseaux sociaux, les macronistes sont en train de dérouler tout le manuel pour préparer une dictature énervée à venir. Et oui, tout à fait. Mais ça, c'est les macronistes. Hein. C'est un des trucs qui peut-être, avec le recul, bon, nous autres gauchistes, c'est ce qu'on dit depuis le début, et on sait qu'on a raison. Mais c'est le genre de truc, peut-être que l'histoire, avec un grand H, se souviendra de la Macronie comme étant principalement ces libéraux irresponsables qu'on fait que dérouler le tapis rouge au fascisme, évidemment, alors qu'ils se présentaient comme le barrage. C'est peut-être une des grandes caractéristiques à l'échelle du temps un peu plus long, on va dire, de la Macronie, tout à fait. Selon une source à la Commission européenne qui s'est confiée à notre journaliste sur les questions notamment d'Internet, Raphaël Grabli, la France ne pourra pas obliger les réseaux sociaux à vérifier l'âge des internautes à partir du 1er septembre 2026 parce qu'il s'agit d'une compétence européenne. Mais justement, la compétence européenne, c'est le Digital Services Act. Désolé de rentrer dans non, au les contraire, détails. Allons-y. Moi, ce que je veux, c'est justement qu'on rentre dans les détails pour savoir si au-delà des mots, ça va vraiment marcher. Et dans son article 23, ce texte européen donne la possibilité désormais aux États membres de pouvoir l'interdire dans leur pays. Pourquoi c'est important juste? Attends, c'est interdire ou ça va poser problème, ou c'est demander à l'intégralité des internautes de justifier d'une pièce d'identité officielle l'accès à certains réseaux? Peut-être que sur le papier, il y a écrit bah oui, réguler et interdire des choses aux mineurs, vous avez le droit, mais que la méthode que eux ils utilisent, pour le coup, est incompatible avec les directives de l'Union européenne. Et après, je sais pas, à voir ce que va dire la CNIL et tout un tas de trucs comme ça, quoi. Il y a des vrais spécialistes, des libertés individuelles, des trucs sur Internet, machin bidule. À voir comment ça va évoluer. Ça se trouve, c'est juste pas applicable parce que vous imaginez, tous les réseaux sociaux sans exception. Déjà, qu'est-ce qu'un réseau social? On sait pas. Twitch, c'est un réseau social? Il y a même un monde où ça va niquer Twitch en un claquement de doigts. Hein. C'est même pas totalement impossible. Hein. Donc je sais pas, je me dis que peut-être il y a tellement de, on va dire de contraintes financières de tous les acteurs, des GAFAM, machin bidule, que ça ne passera pas, quoi. Parce que d'un côté, il y aura ceux qui s'inquiètent des libertés individuelles, on va dire la justice française, européenne, qui vont peut-être un peu statuer sur la légalité ou pas de faire un flicage aussi généralisé, et aussi d'un autre côté les GAFAM qui vont avoir envie de continuer à se faire du beurre dessus et qui vont faire pression, quoi. Donc je sais pas. À voir. Ouais, Twitch, Discord. Pour moi, Twitch, c'est pas un réseau social, mais en vrai, ça l'est un peu. Déjà, c'est pas clair ce que c'est qu'un réseau social. C'est pas clair. Après, il parle beaucoup de TikTok en particulier. Mais bon. Dans tous les cas, ça change rien. C'est que si tu veux juste interdire TikTok aux moins de 15 ans, imaginons que c'était juste TikTok, tu peux pas interdire TikTok aux moins de 15 ans en utilisant leur méthode sans fliquer tout le monde sur tout. Voilà.
rapidement, parce qu'il y a probablement beaucoup de parents qui nous écoutent et que ça intéresse. C'est important parce que, vous savez, je suis très engagé dans la lutte contre le harcèlement à l'école. J'ai beaucoup œuvré en la matière. Le harcèlement, il passe aujourd'hui beaucoup, malheureusement, par les réseaux sociaux. C'est vrai. C'est important parce qu'on voit que l'usage des réseaux sociaux très jeune et de manière très prolongée, ça a un impact sur les capacités de réflexion de nos enfants. C'est vrai, ça, je m'oppose pas à ces arguments. C'est vrai. C'est pas le constat le problème, Gabriel Attal. Ce constat-là qu'effectivement, le tout réseaux sociaux, très jeune, ça renforce, voire crée parfois, mais renforce surtout des dynamiques de harcèlement qui existaient déjà bien avant. Hein. Effectivement, c'est renforcé par l'utilisation des réseaux sociaux, c'est encore plus compliqué pour beaucoup. Et effectivement, pour des enfants qui sont trop sur les écrans et les réseaux pendant leur développement, c'est pas bon pour leur développement. Enfin, on est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. On est d'accord avec le constat. C'est la solution. Si la solution, c'est un flicage généralisé, et que ça, sans des vraies politiques publiques de prévention derrière, ça ne mènera nulle part. C'est ça le problème. Il y a une étude américaine qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui montre que pour un adolescent qui passe 5 heures par jour sur les réseaux sociaux, en 2 ans, c'est un retard par rapport aux autres adolescents de l'ordre de 6 mois. Oui, mais de la même manière qu'un enfant qui, au lieu de faire des activités bonnes pour le développement, il passe 8 heures par jour devant la télévision, bah c'est moins bien que celui qui lit avec ses parents. Je veux dire, c'est pas propre aux réseaux sociaux, ça. C'est pas propre aux écrans. Il y avait déjà des problématiques comme ça. En termes de développement, en termes Et d'apprentissage, on n'a jamais interdit la télé pour les moins de 15 ans, vous voyez ce que je veux dire, quoi. etc. C'est important parce que ça agit sur la santé mentale de nos enfants. Et c'est important, enfin, parce que derrière ces plateformes de réseaux sociaux, il y a des puissances, il y a des pays, la Chine, les États-Unis, qui parfois, tenez-vous bien, n'autorisent même pas ces réseaux sociaux pour leurs propres enfants dans leur pays. Et donc moi, je veux qu'on puisse être indépendant en la matière, qu'on puisse protéger nos enfants. Et est-ce qu'il ne faut pas carrément interdire TikTok ? Certains estiment qu'il faut interdire TikTok. Ceux qui veulent interdire TikTok, c'est parce qu'ils sont en mode genre oh non, les GAFAM de Trump, ça va, mais pas celle de Xi Jinping. Bon, généralement, c'est ça, ceux qui veulent interdire spécifiquement TikTok, quoi. T'as dit TikTok, il y aurait une autre plateforme pour la remplacer. Hein. Snapchat, ça n'existe pas. Instagram, ça n'existe pas. Ça va. Roblox, ça n'existe pas. Ça va, ça va. Vous voyez. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire un truc. J'avais un truc important que je voulais dire, mais j'ai oublié, je crois. Ah si. Après, moi, il y a des trucs sur les écrans. Il y a un truc que j'ai réfléchi il y a pas longtemps. Le truc de interdire les portables. Alors, pas au lycée, parce qu'au lycée, t'es grand. Et il peut y avoir effectivement des utilisations saines d'un téléphone portable dans le cadre scolaire quand t'es au lycée, tu vois. Mais après, les trucs sur, par exemple, mais c'est des trucs qui existent déjà dans la plupart des règlements intérieurs dans les collèges de France, en vérité. Il n'y a pas besoin de statut à l'échelle nationale. Une loi précise pour ça. Sur les trucs de limiter l'utilisation du téléphone, voire interdire l'utilisation du téléphone pour les collégiens, quoi. On peut se dire, oh là là, mais après, moi, je me suis dit un truc, en vrai. C'est que, à l'école, on n'apprend pas que les maths, la physique et machin bidule. À l'école, on apprend aussi plein de trucs. On est censé un peu apprendre à vivre en société. C'est un lieu de socialisation des jeunes, etc., etc. Et si à l'école, via des limitations d'utilisation du portable pour les collégiens, je parle déjà au collège, voilà, c'est déjà installé au collège officiellement par la loi ? Ah bon ? Il y a une loi là qui dit pas de portable au collège, c'est interdit ? Ou c'est qu'à l'échelle des règlements intérieurs des collèges et c'est généralisé malgré tout ? Je sais pas quoi. Mais je me dis, si l'école... Parce que moi, je vois comment je suis en tant qu'adulte. Je suis totalement accro aux écrans. C'est horrible. Juste ne pas zioter mon téléphone pendant 1 heure quand je l'ai à portée de main, j'ai archi du mal sa mère. C'est horrible, en fait. Et il y a une volonté de se désintoxiquer des écrans pour beaucoup d'adultes, ouais, ce que je veux dire. Et si l'école peut être aussi le lieu où tu apprends à ne pas regarder ton écran de téléphone pendant 1 heure et tenter de rester concentré sur le cours, bon, ça va. Oui, ça c'est plutôt... C'est pas un problème, ça, en soi. Au contraire, ça peut être plutôt sain. Pour ça, moi, je suis pas totalement fermé à réguler toutes ces choses-là et tout, parce que j'estime que c'est un vrai sujet, ne serait-ce que sur la capacité de concentration, etc., etc. Et moi, en tant qu'adulte, je me sens victime de ça. Donc, des enfants, c'est peut-être aussi, si ça peut permettre à prendre des bonnes habitudes sur ne pas être totalement hypnotisé par son écran H24, au moins quand t'es au collège. Voilà, moi je suis pas contre. Le lycée, c'est encore différent. Au lycée, il y en a qui sont majeurs. Et au lycée, tu peux avoir une utilisation constructive d'un téléphone portable dans le cadre scolaire aussi, quoi. Voilà. Bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais encore une fois, c'est pas le flicage généralisé que veut mettre en place Gabriel Attal. C'est pas la même chose. Le cas de Raphaël Glucksmann à ce même micro. J'ai plus de tel du tout pendant 2 mois, ça m'a fait grave du bien. Bah oui, nous en tant qu'adultes, c'est un truc, on le ressent. Donc je veux dire, essayer de faire prendre ces bonnes habitudes-là de désintoxication, entre guillemets, au moment du collège, pour moi c'est bien. C'est pas une mauvaise chose, ça. Mais encore une fois, ce n'est pas de ça dont on parle quand on parle de la loi qui nous vend. Là. D'autres s'interrogent même sur la vente de smartphones aux moins de 15 ans. Non, moi, d'abord, je suis pas contre les réseaux sociaux par principe.
Les réseaux sociaux, ça peut aussi être quelque chose de bien. Ça permet de découvrir des choses, ça permet d'apprendre, ça permet de rencontrer des gens. Je suis pas pour l'interdiction des réseaux sociaux. D'ailleurs, je les utilise moi-même pour communiquer. En revanche, je pense que comme pour tout, il faut un cadre, il faut une régulation. Et oui, il faut assumer de dire qu'en dessous de 15 ans, les réseaux sociaux, ça apporte plus de mal que de bien. Et donc, j'assume de défendre cette mesure depuis 3 ans. Désormais, l'Assemblée l'a votée, c'est une étape décisive, on va pouvoir poursuivre. La question qui est posée derrière tout ça, c'est dans quel modèle de société on veut vivre, Apolline de Malherbe. Est-ce qu'on veut vivre dans Son modèle de société, c'est l'hyper-individualisme avec la privatisation de la Sécu, il faudrait savoir, monsieur. une société de l'incivisme, une société de la brutalité, du harcèlement, ou est-ce qu'on veut vivre dans une société humaniste ? On accepte de prendre soin les uns des autres, on refuse la violence, notamment dès le plus jeune âge. Alors d'accord, mais il était en train de défendre une privatisation au moins partielle de la Sécu, la retraite de la capitalisation, enlever du collectif dans notre société pour plus d'individualisme, c'est ce qu'on disait au début, et forcer à fond sur le régalien, quoi. Le régalien, l'autorité, l'armée contre les migrants. On va noyer des migrants dans la mer et faire plus d'autorité, plus de flics et plus d'armée et supprimer la Sécu. Mais à côté, c'est un projet de société, Madame de Malherbe. Est-ce qu'on veut que nos enfants soient habitués à la violence? Non mais genre l'hypocrisie du truc, quoi. L'hypocrisie du truc. Oui, il a l'air trop naze son modèle de société, exactement. Oh là là. Moi, c'est dans cette deuxième vision que je m'inscris. Et donc oui, on va pouvoir interdire les réseaux. Vous savez que du côté de l'Élysée, ils estiment quand même que vous êtes assez mesquin sur cette histoire. Ils trouvent que finalement, c'est quand même un des combats d'Emmanuel Macron et que vous êtes en train de tenter d'en faire votre combat. Ouais, mais qui pense ça, tout le monde s'en bat. Qui dit ça? Il y a des gens sur les réseaux qui sont en mode genre Gabriel Attal, franchement, quel manque de loyauté par rapport à Macron. C'était le combat de Macron, ça, et tu viens te greffer dessus en pensant que c'était ton combat. Personne dit ça. Vous avez déjà vu des macronistes dire ça sur Internet? Ils existent, les macronistes, sur Internet? Ils ont aucun buzz. Qu'est-ce que c'est que ça? Collectif, vous savez, vous pouvez reprendre toutes mes déclarations. Septembre 2023, je crois que j'étais un des premiers à dire qu'il fallait interdire les réseaux aux moins de 15 ans. Il y a 1 an, j'ai signé une tribune avec Marcel Ruffo, le grand pédopsychiatre. Non, mais voilà, est-ce qu'il y a une logique? Est-ce que ça a même du sens de vous poser cette question-là? Mais enfin, c'est vrai qu'on a quand même l'impression que maintenant, c'est à celui qui va montrer qu'il s'émancipe le plus du président de la République. Là, en l'occurrence, je défends une idée, une proposition qui est aussi défendue par le président de la République. Donc votre combat pour ensemble. le coup, mais il y a de nombreux Français, de nombreux responsables politiques qui défendent ce combat. D'ailleurs, regardez hier à l'Assemblée nationale, je crois que quasiment tout le monde a voté ce texte, à l'exception évidemment des Insoumis. Tant mieux. Et d'ailleurs, il y a plein de gens, j'ai vu des droitards en mode genre c'est une honte que le RN ait voté ce texte. Ils veulent supprimer nos libertés. Des gens qui sont plutôt, enfin des gens de droite qui ont dit putain, le RN ça craint, quoi. Voilà. Qui votent contre tout. Mais donc on voit bien que c'est un combat qui est collectif. Donc aujourd'hui, ceux qui sont vraiment hors, j'allais dire, d'une sorte de consensus, c'est LFI. On a encore vu sur ce sujet-là hier. Je veux dire, là, on parle de protéger nos enfants. Et en plus, on a entendu des choses assez lunaires parce que dans les discours qui avaient été faits par les Insoumis à la tribune, ils expliquent effectivement qu'il y a un problème de santé mentale chez nos plus jeunes, qu'il y a un problème de harcèlement, qu'il y a probablement un problème d'enfermement dans des algorithmes. Mais quand il s'agit de dire, on prend une mesure pour régler... Encore une fois, ça. Tout le monde est d'accord sur le constat. C'est pas ça la question. Ce serait comme si on disait, oh bah oui, les enfants, franchement, il y a des problèmes par rapport à l'enfance, donc on va les envoyer à l'armée dès 8 ans. Est-ce que ça pourrait marcher? Ça pourrait être une solution qui marche. Allez, hop là, tous les enfants en internat ultra autoritaire dès leurs 7 ans. Ça pourrait marcher. Hein. Ça serait une bonne manière de réguler les écrans. Est-ce que c'est souhaitable comme solution? C'est une solution de merde. C'est pas le constat le problème. LFI fait à peu près le même constat, qui disent oh, le cyberharcèlement au collège, ça craint du cul. Les enfants qui sont élevés à l'iPad, ça craint. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Encore une fois, le constat est partagé. C'est ta solution qui est une solution liberticide et tout tellement inefficiente parce que c'est une solution liberticide déconnectée du reste où il n'y a pas de logique de prévention. Et déjà, si tu veux interdire sans mettre des sous, sans mettre des sous de la puissance publique pour faire une politique de prévention, d'encadrement, etc., c'est vrai être de la merde. C'est pour ça que les filles ne l'ont pas voté. C'est pas parce qu'ils aiment le cyberharcèlement. Ils aiment les enfants de 7 ans qui passent 8 heures par jour sur TikTok. Non mais il est complètement con celui-là ou quoi? Oh ça y est, j'étais à peu près calme mais là je vais commencer à m'énerver là. Je vais me fâcher tout rouge là putain. Je vais me fâcher tout rouge. Non ça va. Bref. Oh non, je fais peur à Miguel. Mon petit chaton qui est en train de se frotter à mes jambes. Pardon. Excuse-moi. Clip farm. T'es là, Groubignol? Ça pourrait faire un bon clip, ça, non? Le clip farming. C'était même pas fait exprès. Hein. Désolé. Après, le clip farming, moi, quand je stream, je suis un peu en train de faire mon show. Hein. C'est le principe. Que ça soit pour les clips ou pas, je fais mon show. Hein. Problème là,
Il n'y avait plus personne. Je dis un mot pour les parents qui nous écoutent ou les jeunes qui nous écoutent. Note le timecode au cas où, Grouby. Ils posent beaucoup de questions. Je reçois Merci. un nombre de T'es messages meilleur. comme j'ai jamais reçu de parents, Je de t'aime. jeunes qui me posent des questions, comment ça va se mettre en œuvre, etc. On a lancé un site internet, Stop Réseau au pluriel, donc x.fr. Vous vous rendez sur ce site, on a mis toutes les informations. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs pour être mis à jour et recevoir régulièrement les informations dans les mois qui viennent, parce que beaucoup de gens se posent des questions. Stop Réseau au pluriel.fr. C'est clair. Gérald Darmanin dit « J'y pense et je m'en sens capable ». Édouard Philippe est officiellement, clairement, en campagne. Est-ce qu'il y aura une primaire pour vous départager? Vous allez faire On passe sur la politique politicienne. Ça attendait la fin. Bon, bah, ok, c'est parti. comment? Moi d'abord, il y a beaucoup de candidats sans projet. Moi, je veux que notre projet ait un candidat. Donc, je prends les choses dans l'autre sens. Et c'est le droit de plein de personnalités de dire... Mais moi, vous aussi, enfin, je veux dire, à un moment, il faut quand même dire les choses. Oh là Gérald là Darmanin, là. il dit, j'ai pas je déclaré de pense. candidature. Non, mais vous pouvez pas dire que vous y pensez pas. Mais moi, ce que je dis d'abord, Vraiment, il a bac plus 8 en langue de bois, lui. Hein. Il est pas si diplômé que ça, Gabriel Attal. Il avait pas menti sur ses diplômes, Gabriel Attal. Il n'y avait pas un truc en mode il a pas fini ses études parce qu'il a directement été agent de Macron sans même vraiment finir ses études. Et au final, il avait menti sur son diplôme final. Il n'y a pas un truc comme ça. Il n'y a pas un truc où il a commencé Sciences Po, il a pas fini, et du coup, il est en mode je suis diplômé de Sciences Po. Ou alors je confonds avec quelqu'un d'autre. Non, c'est Le Cornu. Ah non, c'est pas lui, ok, pardon. Excusez-moi. Darmanin, non? Si, il a pas de diplôme. Je confonds avec Le Cornu. Les deux, si, pas lui. Bon, je sais pas. En tout cas, je suis pas tout à fait sûr des diplômes. Mais il y a un diplôme dont je suis sûr qu'il l'a, c'est le doctorat en langue de bois. Hein. Putain, waouh, il est enseignant-chercheur en langue de bois, celui-là, trop fort. Hein. c'est que pour se présenter devant les Français, Bac plus c'est quand même 8. pas une petite chose, président de la République. D'abord, il faut avoir beaucoup réfléchi soi-même. Ça nécessite beaucoup d'humilité, beaucoup de détermination. Ensuite, il faut se présenter avec un projet. Donc, qu'il y ait des candidats sans projet, c'est leur droit. Moi, ce que je veux, c'est d'abord qu'on finalise notre projet avec Renaissance. Ça fait 1 an qu'on est dessus. On a présenté nos mesures en matière de sécurité, de justice, d'immigration, de laïcité. Nos mesures en matière d'économie et de climat, nos mesures en matière de retraite. On va continuer dans les semaines qui viennent sur la santé, sur l'éducation. Ah ouais, là c'est vraiment en mode du blabla politicien sans aucun contenu. Enfin, surtout que bon, on a déjà un peu abordé le fond de son programme, de son projet et de machin bidule. Là, j'ai rien à redire. Hein. Vas-y, parle, allez, c'est ça. Comment est-ce que vous allez proposer Allez, ce projet vas-y, que vous êtes parle, en train parle. d'écrire? Vous dites c'est notre projet. Pour paraphraser évidemment Emmanuel Macron. J'allais le dire. Elle a pas fait exprès. Hein. Je pense pas qu'elle a fait exprès. Hein. C'est juste qu'il est tellement, il est organiquement macroniste de 2017, quoi. C'est le Macron de 2017, mais vraiment, c'est chimiquement pur, comme on dit, quoi. Voilà. Ils sont cousins, les deux, non? Alors oui, je crois qu'ils sont cousins. Ils sont pas cousins germains, hein, mais ils sont plus ou moins cousins issus de germains ou petits cousins, je sais pas quoi. Ils ont un lien de parenté, ouais. Ok, c'est votre projet, mais est-ce que ça veut dire que vous allez voir Gérald Darmanin, vous allez voir Édouard Philippe, vous allez leur dire voilà, on s'est mis d'accord sur un projet. Maintenant, est-ce que tu veux l'incarner? Est-ce que toi tu préfères l'incarner? Est-ce que je l'incarne? Comment vous allez faire? Alors d'abord, ça c'est un projet qui incarne Renaissance. C'est un projet sur lequel ont travaillé les adhérents, les élus, des experts qui sont venus nous aider. Mais il vous engage ce aussi projet avec Renaissance. Les personnalités que vous citez, que ce soit Édouard Philippe ou Gérald Darmanin, ne sont pas membres de Renaissance. Donc ça c'est notre projet. Et puis ensuite on va le défendre. Ensuite je vais vous dire, il y aura une campagne. Et dans cette campagne, j'espère que ceux qui défendent les mêmes idées, les mêmes mesures... En tout cas, vous ne souhaitez pas de primaire de manière... Quand vous voyez que la gauche est en train de mettre en place cette primaire, vous vous dites, c'est pas notre... Ça fait J'ai pas jamais exclu cette possibilité-là. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que la plupart de ceux qu'on présente comme des candidats principaux sont contre l'idée de la primaire, qu'il y a beaucoup de débats sur le périmètre de cette primaire, etc. Mais vous Moi, je vais vous dire, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse défendre un projet pour le pays. Oui, j'ai compris. Et 2, avec humilité et détermination. Non, mais et 2, qu'on ne se retrouve pas avec un second tour entre la France Insoumise et le Rassemblement National qui serait terrible pour le pays. Et donc que des personnalités qui défendent grosso modo un projet proche, évidemment, ne soient pas toutes candidates à l'élection présidentielle. Oui, évidemment. Mais bon, encore une fois, ça c'est de la langue de bois. Tout le monde a bien compris qu'il allait y avoir une guerre de succession pour l'après-Macron. Moi j'ai mon analyse, je pense qu'elle est la bonne. Je pense qu'il a presque plus ou moins la même d'ailleurs, je sais pas. C'est que voilà, il y aura une guerre de succession. Est-ce qu'il y aura un seul candidat on va dire, héritier du macronisme pour 2027, ou est-ce qu'il y aura plusieurs candidats qui se positionnent dans le socle politique, le socle électoral qu'a été la Macronie? Moi, je pense qu'il y aura plusieurs candidats dans le socle électoral qu'a été la Macronie, et que même ce socle électoral va se scinder en deux. C'est mon analyse. On verra si ça se vérifie. Peut-être que je me trompe. Et du coup, voilà, c'est vraiment moi genre, on verra. Il faut déjà un projet. Et quelqu'un pour incarner le projet. Mais tout le monde sait ça, tu parles pour rien dire. Langue de boa constrictor, exactement. C'est dans 16 mois. Je pense qu'il y a du chemin d'ici là. Oui, il y a du chemin, c'est vrai. D'ici là, vous allez du rassemblement, j'espère. Tout faire péter ce soir, donc au Palais Brognard. Merci Gabriel Attal. Merci Gabriel d'avoir Attal. été mon invité ce merci. matin, ancien Premier ministre. Merci Gabriel Attal, merci beaucoup. Super Gabriel Attal. Merci.
Bon, du coup, j'ai pas envie de faire de politique fiction pour me dire est-ce qu'il peut y arriver, est-ce qu'il peut machin. Mais pour moi, c'est pas le meilleur placé. Hein. C'est pas le mieux placé pour être l'héritier à Macron parce qu'il est trop macroniste. Justement, il faut que soit prendre un peu la version PS pseudo-progressiste, machin bidule, social-libéral, mes couilles, pour trouver ce nouveau socle électoral, ou alors vraiment faire la barre à droite, quoi. Vous voyez? Donc soit tu vas commencer à t'acoquiner directement avec les Bernard Cazeneuve, les Raphaël Glucksmann et tout, pour pouvoir tenter de faire naître quelque chose. Soit Darmanin, par exemple, c'est pas son plan, lui. Hein. Il est pas du tout sur la même ligne. Darmanin, au contraire, il a créé son propre mouvement qui s'appelle Populaire. Il avait Carl Olive, ce gros demeuré qui est aussi issu des Républicains. Et eux, ils ont décidé d'aller faire campagne à droite, quoi. Voilà. Il y en a d'autres. C'est pas des macronistes, mais ça revient au même. On parle de Raphaël Glucksmann, qui ont décidé de faire campagne à gauche. Je mets toujours des guillemets parce qu'on sait que bon, c'est pas la vraie gauche, hein, évidemment. Gabriel Attal, il a pas tranché. Il a pas tranché et je pense que c'est pour cette raison qu'à un moment donné, tout ça va faire un gros prout. Ou alors il va décider de trancher d'une manière ou d'une autre. Ou alors ils vont partir ultra désorganisés avec 12 candidats qui se tirent dans les pattes. Et si c'est ça, bah voilà. Hein. Si c'est ça le fameux de second tour Mélenchon-Bardella qu'il ne veut pas voir arriver car ça serait un danger pour la République, et bah c'est vous qui allez le créer, quoi. Et vous l'aurez pas volé. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais par contre, si Bardella gagne, moi je vais bien avoir le seum. Mais si Bardella gagne derrière, les législatives, c'est pas sûr qu'il ait sa majorité absolue. N'oublions pas. Voilà. Mais n'oublions pas, je finirai là-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est plus pour parler directement de Gabriel Attal, mais n'oublions pas, peu importe ce qui se passe pour les présidentielles à venir, même si le RN gagne l'Elysée, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Lui, ils peuvent se faire baiser aux législatives à côté, puis après, c'est pas la fin des haricots. Faudra pas se décourager si ça arrive. Faudra rester combatif, chaud, déter,